se sont mariés et ont eu ensemble 10 enfants. Non, mais j'ajoute un point tout de suite, un point de sociologie, c'est qu'à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, la France comptait à peu près 40 millions d'habitants. Sur ces 40 millions d'habitants, plus de la moitié, pas loin de 60%, étaient paysannes. Et partout dans nos campagnes, il n'était pas rare de voir des familles de 10, 12, 15 enfants et quelquefois plus. Mais oui, aujourd'hui, la société a changé. C'était une société où on était très soudés. Aujourd'hui, c'est très individualiste. Quelquefois, dans les immeubles, on ne connaît même pas son voisin. Tandis que là, tout le monde se connaissait dans les villages. Et donc, voilà, c'était une autre forme de vie, une autre forme de société. Bon, en tout cas, j'avais un frère qui avait 16 mois de plus que moi, et c'est ensemble que nous avons grandi. Quand est arrivé l'âge d'aller à l'école, nous sommes partis à la première école qui existait dans mon pays, à 6 kilomètres du lieu où habitaient mes parents. Nous partions le matin avec notre petite valise pour manger, nous mettions la gamelle dans la valise, nous mettions à midi le poêle sur le godin, c'est-à-dire le poêle, pour le faire chauffer, on mangeait, on faisait les cours que nous donnaient les professeurs, et nous rentrions chez nous 6 kilomètres à nouveau pour rentrer à la maison. C'était notre vie. Nous n'avions pas d'autres préoccupations, car à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, pas de TSF, pas de télévision, rien. Pas de tablette. Par conséquent, nous n'avions aucune envie autre que d'être entre camarades, vivre la vie de jeunes en formation. Lorsqu'est arrivé l'âge du certificat d'études, j'ai été présenté et à 12 ans, titulaire de mes humanités, je suis rentré dans une imprimerie comme manœuvre. Dans cette imprimerie comme manœuvre... Attention, parce que le certificat d'études, je ne sais pas si vous avez déjà, vos professeurs vous ont fait passer des épreuves du certificat d'études, c'était nettement au-dessus du brevet. C'était pas l'équivalent de l'ancien premier bac. Donc celui qui avait déjà son certificat d'études, il avait un sacré bagage au niveau de l'enseignement général. À cette époque, nous étions peu d'enfants riches. Dans le pays où j'habitais, on peut dire qu'un élève sur 100 fréquentait le cours complémentaire, qui était le maximum des écoles qu'il pouvait fréquenter. D'une manière générale, nous allions travailler dès l'âge de 12 ans. J'entrais donc dans une imprimerie comme manœuvre, et là, pendant 8 heures, au cul d'une machine, je prenais des feuilles de papier pour en former des rames de 250 feuilles. Quand la rame était prête, on l'enlevait, on en mettait une autre. Et on travaillait comme ça pendant 8 heures. Je vous prie de croire que pour l'esprit, c'était sensationnel. On prenait le vélo pour arriver à l'usine et nous repartions à vélo faire nos 20 ou 30 km par jour. Mais il n'y avait pas d'embouteillage. Bon, il n'y avait pas d'embouteillage, mais il y avait le tram à Nantes. Et je travaillais en pleine ville de Nantes. Combien de gaduches, combien de chutes j'ai pu ramasser sur la chaussée glissante de la ville de Nantes, avec les rails de tramway qui dépassaient et que vous fichez en l'air. Eh bien, nous rentrions à la maison. En tant que manœuvre, je gagnais 50 centimes de l'heure.
C'est-à-dire multiplié par 6. multiplié par 8. Par 8. Non, mais là, il faut convertir en euros. Oui, bien sûr, alors à l'époque, nous ne parlons pas. Voilà, et donc, ainsi, avec mon frère, qui lui était apprenti serrurier dans la métallurgie, nous vivions heureux. 3 euros l'heure. Comme il n'y avait pas beaucoup de loisirs, 25 euros par jour. comme nous n'avions pas beaucoup de loisirs, nous devions adhérer à une association, la seule qui se trouvait dans la ville où j'habitais, dans la banlieue sud de Nantes, c'était la Jeunesse ouvrière chrétienne. Cette association bénéficiait de locaux et d'organismes susceptibles de nous faire de la gymnastique. Et de plus, il y avait un club de discussion où j'étais friand parce que dès cette époque, je m'intéressais beaucoup à la vie politique en France. Il m'arrivait même de défiler avec mes instituteurs dans la cour de l'école pour discuter des derniers événements politiques. Quand j'eus le certificat d'études, par conséquent, j'avais des relations extrêmement suivies avec mes anciens professeurs et les prêtres qui dirigeaient l'association de la Lyon. Vous savez, lorsque la guerre s'est déclarée en 1939, nous avions vécu bien des prémices du conflit. D'une part, les vainqueurs, c'est-à-dire les 3 pays qui avaient gagné la guerre de 14-18. L'Angleterre, la France, nous étions les maîtres du monde. Et nous avions décidé de tailler une nouvelle Europe. C'est ainsi que 3 hommes, un Anglais, Lloyd George, un Français, Clemenceau, et le président des États-Unis, Wilson, sont partis refaire l'Europe. Ils ont mis bas tous les grands royaumes qui existaient, Oui, les empires ressemblent. les empires, et les ont remplacés par des petits pays créés à leur fantaisie, sans consulter les vaincus d'ailleurs, et leur imposant les décisions qu'ils avaient prises dans des traités signés à Versailles, à Trianon, dans toute l'Europe. Et il s'est trouvé évidemment que des pays qui n'avaient pas de sens commun, d'origine commune, de langue commune, se trouvaient rassemblés dans une nouvelle nation. La Pologne, qui avait disparu depuis 150 ans, fut reconstituée. Les Russes, renvoyés sur leur révolution d'octobre en cours depuis le mois d'octobre 1917, et puis pour tous les autres pays scindés. C'était dire qu'il y avait là déjà... Scindés ou regroupés. Par exemple, la Yougoslavie. La Yougoslavie, il y avait la Serbie, la Croatie, le Kosovo, Monténégro, bon, et tout ça rassemblé, ils ne parlaient pas la même langue. Ils n'avaient pas les mêmes intérêts. Il était évident à cette époque-là que nous étions à la veille d'un conflit qui ne manquerait pas d'éclater. C'est alors qu'apparut sur la scène internationale un homme qui s'appelait Hitler. Et en 1933, Hitler publia un livre qui s'appela Mein Kampf, Mon combat. Il expliquait comment l'Europe était dirigée
par des puissances qui avaient décidé de mettre les Allemands au pas, alors que les Allemands constituaient à ses yeux un peuple d'Ariens, d'élus, les Français étant des sous-hommes, et ceux qui étaient originaires, Tous les autres, hein, il y avait les autres des étaient pays, des gens qu'il fallait détruire, et notamment, exclus. et notamment ceux qui étaient d'origine juive. Voilà, les gitans. Car les Juifs étaient aux yeux d'Hitler un peuple qu'il fallait détruire. Il était évident que dans ces conditions, la paix n'irait pas loin. Et en effet, en 1937, Hitler emmenait les troupes allemandes à occuper l'Autriche, qui était son pays natal, et prononçait l'annexion de l'Autriche, qui fut ralliée à l'Allemagne. L'année d'après, en 1938, Hitler demanda à l'Angleterre, à la France et à l'Italie d'envoyer des plénipotentiaires dans une conférence qui se tint à Munich en septembre 1938. Là, les Anglais préconisèrent une politique d'entente ou de compréhension avec les Allemands, et notamment avec Hitler. Le roi d'Angleterre, qui venait d'être élu, Édouard VIII, démissionna. Et dès qu'il eut démissionné, avec la femme qu'il épousait, une américaine divorcée, se rendit voir Hitler au mois d'octobre 1936. C'est dire qu'il y avait là la volonté de faire un accord avec Hitler. Un accord avec Hitler dans quel but? D'entraîner les troupes allemandes à l'assaut de l'État nouveau qui se constituait en Russie, c'est-à-dire un régime à direction socialiste et communiste. Mais les choses n'allèrent pas comme ils l'entendaient, car les dirigeants russes de l'époque, en particulier celui qui avait... Soviétique plutôt que russe. Comment? Soviétique plutôt que russe à cette époque. Oui, à l'époque. C'était des Russes au départ, mais avec tous les pays annexés autour. Et par conséquent, ils décidèrent de s'entendre aussi avec Hitler. Puisque vous vous entendez avec Hitler, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Et ils signèrent avec Hitler un pacte de non-agression, et non pas un pacte d'alliance. Mais les Européens, les Anglais et les Français n'acceptèrent pas cette intervention. Et au lieu d'avoir une politique de compréhension à l'égard de l'Allemagne, ils déclarèrent la guerre. Et c'est ainsi qu'au mois de septembre 1939, tous les Français et les Anglais âgés de 20 à 50 ans furent mobilisés et envoyés aux frontières de l'Est de la France pour empêcher l'Allemagne et Hitler d'envahir l'Europe occidentale, et c'est-à-dire la France. Nous avons déclaré la guerre le 1er septembre 1939. Mais on n'a fit pas la guerre. Nous avions 2 millions de soldats français autour de la ligne Maginot. Depuis le mois de septembre, octobre passé, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, rien ne bouge. Et tout d'un coup, le 13 mai 1940, les troupes s'ébranlent, mais pas les troupes françaises, les troupes allemandes, sous la conduite du général Guderian, occupent
la Belgique, les Pays-Bas traversent la forêt des Ardennes et bousculent l'armée française et anglaise dirigée par le maréchal Gamelin, représentant la France. Un général qui se montra incompétent, insuffisant. Le 13 mai 1940, les troupes de Guderian traversaient la frontière à Charleville-Mézières, Dans les Ardennes, filaient sur la mer du Nord, rejetaient les troupes françaises en mer, qui reprenaient les bateaux pour rentrer en Angleterre, ceux qui pouvaient trouver une place, et les armées allemandes se mirent en marche. Alors, ils occupèrent Paris le 15 juin, et le 25 juin, ils étaient maîtres de la France tout entière. alors, Là, c'était... Oui, mais je veux terminer. Et là, ils firent main basse sur 1 850 000 Français, ou d'origine française, des soldats du cru de France, ou des soldats algériens, des soldats tunisiens, des soldats marocains, des colonies, embarqués 1 850 000 Français dirent le chemin de l'Allemagne. Ils y restèrent jusqu'en 1945. C'est-à-dire que le pays que j'ai connu avec mon frère et mes camarades, c'était un pays où la population du nord de la France avait été renvoyée par les combats sur le sud. C'est-à-dire que des millions de Français, des femmes et des enfants, derrière les armées françaises, se repliaient sur le sud pour éviter l'entrée des Allemands. c'est l'exode, ça. Ce fut l'exode. Mais quand les Allemands décidèrent de signer un accord de paix avec la France, qu'est-ce qui se passa? Eh bien, les Allemands emmenèrent les généraux français à Rotonde, comme les Français avaient amené les Allemands en 1918, et obligèrent les plénipotentiaires français à couper la France en deux. Une partie de la France, partant de Genève, passant par Tours, descendant jusqu'à Bordeaux, fut annexée à l'Allemagne, jusqu'à preuve du contraire. L'autre partie, dans le sud, fut déclarée territoire libre, à charge pour lui de désigner son gouvernement. Le gouvernement fut élu par l'Assemblée générale des députés et sénateurs survivants. Une grande majorité de députés et de sénateurs votèrent pour désigner le maréchal Pétain comme chef du gouvernement et de désigner comme son premier ministre Pierre Laval, qui était un élément réactionnaire bien connu de la France entière. C'est ainsi que la France coupée en deux gardait au sud tous ceux qui s'étaient repliés du nord avec l'interdiction de remonter. Il fallait attendre le bon vouloir des Allemands. Les gens qui étaient partis du nord et qui étaient dans le sud, qui étaient à Toulouse, qui étaient à Bordeaux, qui étaient dans ces coins, comment ils faisaient? Ils écrivaient à leurs parents avec des cartes postales préimprimées. Je vais bien, je vais mal, je suis malade. Vous aviez droit à 5 mots. C'est tout. Voilà comment les choses se sont passées à cette époque-là. Le pays que j'ai connu, moi, était un pays de vieillards, de femmes, d'enfants. Et les Allemands se comportaient en conquérants. Tout leur était dû. Ils prenaient tout ce qu'ils voulaient.
Par conséquent, il appartenait aux jeunes que nous étions de relever le défi, de montrer aux Allemands que nous n'étions pas un peuple perdu, sans espoir. Nous avons décidé de commencer le combat pour expliquer les méfaits de la politique des Allemands et du gouvernement de Vichy. Pour ce faire, j'habitais la banlieue de Nantes. Nous avons été dans un commerce. Nous avons volé une petite rotative de l'époque en mettant un papier pour le commerçant. Votre machine n'a pas été volée, elle est empruntée par des partisans français qui veulent montrer à la population les méfaits de l'occupation allemande et du gouvernement de Vichy. Et nous avons commencé à faire des traces, à expliquer, à dire. Entre-temps, les Allemands ont donné l'autorisation aux gens qui étaient descendus dans le sud de remonter sur le nord. Donc la France s'est stabilisée au niveau de sa population vieillie, puisque les combattants, les hommes mûrs, étaient en Allemagne prisonniers. Donc il fallait bien que ce soit nous qui prenions des initiatives. Qui l'aurait fait sans nous? Alors nous avons décidé donc de faire un petit groupe que nous avons appelé Armée secrète au départ, que nous avons transformé en francs-tireurs et partisans par la suite. Et là, nous avons commencé le combat véritable contre les Allemands. Le problème, c'est que les écrits que nous faisions, pour importants qu'ils aient été, étaient sans importance pour les Allemands. Ça n'empêchait pas l'armée allemande de dominer la France. Et nous avons fait à cette époque-là, les jeunes qui étaient groupés, il y avait là des socialistes, des catholiques, de toutes sortes, on était une trentaine. Nous avons rencontré des jeunes Espagnols. Des jeunes Espagnols qui avaient été chassés de leur pays par le général Franco et des généraux fascistes qui étaient partis d'Afrique pour réoccuper l'Espagne. L'Espagne du Front populaire, créée en 1936, était abattue d'un seul coup, en 4 ans, par les fascistes espagnols. Dans le même temps, en France, aidé par les Allemands. Hein. Et aidé évidemment par les Allemands, parce que pendant que les Allemands bombardaient les civils espagnols avec leurs avions, leurs Condors, faisaient par exemple le massacre de Guernica, eh bien, les Anglais demandaient la non-intervention. Et le gouvernement français suivait cette politique de non-intervention. Quand ce fut notre tour, alors c'était une autre affaire. Ces jeunes Espagnols qui étaient prisonniers du gouvernement de Vichy dans les Pyrénées furent mis dans l'obligation par le gouvernement de Vichy soit de s'inscrire dans des équipes de travail qui seraient envoyés travailler dans les différentes localités de France, où la main-d'œuvre prisonnière manquait, et à défaut, ils étaient envoyés en Allemagne. Plusieurs de ces Espagnols, d'ailleurs, je les ai retrouvés par la suite dans le camp de concentration de Mauthausen. Mais en attendant, ces jeunes Espagnols qui avaient fait la guerre contre Franco, qui venaient de la perdre, nous ont dit, mes jeunes camarades français, vous êtes gentils, mais ça ne suffit pas de faire des tracts, il fallait le faire pour expliquer.
Mais maintenant, il faut les combattre, les Allemands. Et pour les combattre, il vous faut des armes. Nous avions des camarades qui avaient rassemblé déjà des armes, notamment Marcel Paul, qui était passé dans la région, qui avait fait un dépôt d'armes. Mais évidemment, ça ne suffisait pas. Alors on leur dit, comment vous avez fait, vous, dans les Asturies et ailleurs? Il dit, c'est facile. Vous allez dans les carrières, autour de la ville de Nantes. Dans les carrières, il y a de la dynamite et des cordons de Victor. Avec ces deux éléments, vous pouvez fabriquer des bombes. Alors, nous avons suivi leurs conseils, ils sont intégrés à notre équipe et nous avons créé les premières bombes. Nous avons installé sur les poteaux qui conduisaient l'électricité sur le champ d'aviation allemand de Châteauboubon à Nantes. Nous avons maintenu ce champ d'aviation pendant 3 jours et 3 nuits sans électricité, sans possibilité pour les avions britanniques, les avions allemands de partir vers les îles britanniques. Et à un moment donné, est arrivé de Paris 3 camarades qui appartenaient comme nous au bataillon de la jeunesse. Ils avaient pour mission d'assassiner, de tuer l'officier allemand le plus élevé en grade. Ils sont arrivés chez nous, nous les avons orientés dans les adresses indiquées, et le moment venu, après avoir observé des activités de ce général allemand, l'ont attendu au coin d'une rue et l'ont tué. Le général Hotz. Hitler a immédiatement réagi, donnant l'ordre d'abattre immédiatement 100 Français. 50 ont été pris au champ où ils avaient été cloîtrés par le gouvernement de Daladier, juste avant la déclaration de guerre. Il y avait là des communistes, des syndicalistes. Ils ont été immédiatement condamnés à mort, 3 jours après, fusillés. Parmi eux, il y avait un jeune, Guy Moquet, qui avait 17 ans. Son seul crime, c'était d'être le fils d'un député communiste. Il fut fusillé avec les autres. C'était une chose dramatique, mais les Allemands ont fait un mauvais calcul. Parce que ceux qui survivaient en France ont condamné cet acte et se sont mis à se rapprocher des résistants que nous étions, acceptant de nous aider, acceptant de nous donner du ravitaillement, acceptant de nous planquer. Et c'est ainsi que nos troupes ont augmenté en nombre. Nous sommes devenus une force sur laquelle il fallait compter. Alors nous nous sommes organisés en conséquence. Et un beau jour, un de nos camarades est arrêté et mis en prison et passe devant le juge d'instruction, le juge Lebras. Ce jeune camarade des nôtres, devant le juge d'instruction, répond des méfaits qu'il avait commis. Arrive un commando de 3 résistants, ils vont voir le juge Lebras et lui disent « Juge, vous avez affaire à des résistants. Vous avez affaire à des résistants, vous n'avez pas le droit de les condamner. Vous n'avez pas le droit. Vous libérez notre camarade. » Il refuse. Les 3 camarades qui étaient venus
le tue sur place. Et à ce moment-là, Pierre Laval lui-même est descendu à Nantes pour faire des obsèques solennelles à ce juge d'instruction qui avait si bien servi les intérêts allemands. Mais c'est alors que Vichy et son gouvernement ont créé des milices particulières, des polices spéciales chargées de terrer les résistants dont le nombre augmentait dans les différentes régions de France. Ils ont créé la milice, c'est-à-dire des Français qui ont accepté de prendre un uniforme particulier, portant des bérets basques, étant armés jusqu'aux dents, avec pour mission la chasse aux communistes, la chasse aux socialistes, la chasse aux résistants. Et ils se sont mis en action. Bien entendu, Nantes a été particulièrement visée en raison de ses activités précédentes. Il y a eu chez nous 120 arrestations. Et parmi les 120 arrestations, 42 ont été jugés par un tribunal militaire allemand, siégeant publiquement à Nantes. Et 39 ont été condamnés à mort et immédiatement fusillés, parmi lesquels mon frère Pélicien, qui avait 16 mois de plus que moi. Quand les événements se sont produits, j'étais moi-même arrêté, car j'avais voulu aller chercher des papiers d'identité qui me permettaient de voyager sans trop de difficultés, et je suis tombé dans un guet-apens et j'ai été arrêté au mois d'août 1942. Au mois d'août 1942, le bâtonnier des avocats, Maître Lemapian, m'a dit « Vous êtes trop jeune pour faire un mort. Je vais vous retirer de là. » Et il m'a envoyé avec 2 autres camarades dans une prison à Angers, la prison des Pré-Pigeons. Et je suis resté là très longtemps, jusqu'au 11 novembre 1942. Je devais, par conséquent, me tenir droit dans cette prison, et un beau jour, on m'envoie à Rennes devant un tribunal d'exception dirigé par un amiral. Et mes camarades, les uns après les autres, défilent 6 mois de prison, 2 mois, 1 mois, 1 an, 2 ans. Marcel Tomaso, 7 ans de travaux forcés. 7 ans de travaux forcés. À ce titre, j'ai été déporté à Cayenne, normalement. Mais il n'y avait plus de bateaux. Les Allemands avaient interdit les bateaux entre la France et Cayenne. On m'envoya au bagne de Fontevraud. Le bagne de Fontevraud, c'est là où tout ce que la France avait de bandits, notamment Bellman qui avait tué 7 femmes à Paris, et d'autres, l'un qui avait donné sa femme à manger à Dernard. Enfin, toute cette équipe de bandits. Et nous étions au milieu de tout ça par lettre alphabétique. Bon, j'aime mieux vous dire que j'avais, à l'époque, l'âge d'avoir peur encore, que nous n'étions pas tranquilles. Et nous étions tenus dans ce bagne, nous étions habillés en bagnard d'ailleurs, avec comme seul matricule un numéro. Il nous était indiqué en entrant sur la salle, sur le mur blanc, ici règne la loi du temps. Ce que nous avons fait lorsque sont arrivés d'autres militants, plus assurés, plus connaisseurs des mœurs, nous avons décidé de parler, car pour aller au Watercloset, nous devions
taper dans nos mains, faire signe au gardien qui, s'il était décidé, disait oui, s'il n'était pas décidé, il ne répondait pas. Et par conséquent, on décide un beau jour, tous les résistants vont se mettre à parler. On peut passer le mot d'ordre, et au lieu de faire signe, comme on nous le demandait, on parle. Monsieur le gardien, pouvons-nous? Alors, scandale. On me fout dans un mitard. Le mitard, c'est une prison dans la prison. Un cachot noir dans lequel on vous donne 1 litre Pas de fenêtre. Hein. pour 3 jours, pas de fenêtre. On vous donne une boule de pain tous les 3 jours. Et le régime veut qu'au bout de 90 jours de ce régime, vous êtes mort. Je suis resté dans ce mitard un jour. Parce que la mort de mon frère a été annoncée à ce moment-là. Et les gardiens de prison, y compris le directeur de la prison, très embêtés d'avoir dans un mitard le frère d'un camarade qui venait d'être fusillé particulièrement, c'était quand même gros à porter. Nous avons demandé à rencontrer le ministre de Vichy de la Justice. Il est venu nous voir de Vichy à Fontevraud. Nous avons discuté avec lui en lui disant qu'il avait un comportement indigne, qu'il devrait un jour rendre compte de son comportement, et que nous exigions d'être traités à part, de ne pas être mélangés avec les bandits de droit commun, avoir le droit d'avoir nos livres, de pouvoir étudier, de pouvoir discuter ensemble entre résistants. C'est d'ailleurs là que j'ai complété le certificat d'études, car c'est là que des instituteurs, des professeurs, des savants même, m'ont appris ce que j'ignorais sur la littérature, sur l'art, enfin, sur la vie intellectuelle en général. Sortant de l'école à 12 ans, je ne connaissais pas grand-chose. J'ai appris énormément. Mais comme les autorités de Vichy et les Allemands avaient peur que nous entraînions dans une évasion les bandits de droit commun qui se seraient répandus dans le pays, en Touraine et partout, ont décidé de nous transférer dans une prison construite exprès à Blois. Et à Blois, on a vu venir les résistants qui étaient à Clairvaux, qui étaient dans une deuxième centrale dans la région parisienne, et ceux de Fontevraud. Et nous nous sommes retrouvés là, 400 résistants, libres à l'intérieur de la prison, n'ayant qu'une interdiction, celle de s'évader. Les choses ne pouvaient pas durer. Et en effet, un beau jour, des Allemands sont arrivés avec des camions, nous ont embarqués sur ces camions et nous ont emmenés à Compiègne. À Compiègne, au camp de Royal-Lieu, là où étaient rassemblés tous Français arrêtés pour activité de résistance ou parce qu'ils étaient juifs et pour être déportés en Allemagne. Ceux qui étaient juifs et reconnus comme tels, parce que inscrits dans les mairies comme juifs, on les avait laissés faire, ces pauvres-là, ont été embarqués à Birkenau et à Auschwitz. Et nous avons été mis 1300 dans des wagons à bestiaux. 40 hommes et 8 chevaux. Dans des wagons fermés, sans air. On nous a remis une boule de pain, une tranche de saucisson,
et on nous a embarqués sous la garde des SS dans ces wagons. On ne savait pas où nous allions, combien de temps ça durerait, mais on avait, pendant le séjour d'une dizaine de jours à Compiègne, organisé une tentative d'évasion. Lorsque les Allemands s'en sont aperçus, à Meaux, au nord de Paris, ils nous ont fait descendre des wagons. Ils nous ont fait mettre tout nus. Tous nos habits ont été mis dans un wagon. Et nous, tout nus, nous sommes restés dans ces wagons plombés. Et nous sommes partis pour une durée indéterminée. Nous avons voyagé 3 jours et 2 nuits avec ce ravitaillement. Et nous sommes arrivés un beau jour, sous la neige, à Mauthausen. Mauthausen, c'est un camp d'extermination, un camp Nacht und Nebel, nuit et brouillard, un camp dans lequel vous rentriez sans que personne ne le sache et que vous deviez quitter enfumé. Les Allemands avaient décidé de faire dans Mauthausen une usine de réparation d'avions et en plus de créer une usine souterraine dans une petite montagne qui dominait les flancs du Danube pour construire leur premier avion à réaction, les Messerschmitt 406. Nous sommes arrivés dans un premier camp, Gouzen 1. Et à Gouzen 1, on nous a mis à réparer des machines Henkel, travailler toute la journée, avec un bol de soupe. Et quand on nous a transférés à Gouzen 2 pour construire une usine souterraine, cette usine souterraine a été percée par des déportés avec des machines, des excavatrices qu'on nous a données. 55 000 mètres carrés de tunnels sous la montagne. Et là, nous avons fait des échafaudages métalliques. Sur ces échafaudages métalliques, on a glissé du ciment pour faire des tunnels, comme le métro de Marseille. Et dans ces tunnels, on a inséré des machines-outils avec lesquelles nous avons fabriqué près de 1000 avions. Près de 1000 avions. Entre le jour où je suis rentré dans ce stalag, Gouzen 2, il est mort 19 000 de mes camarades. 19 000. Vous savez, quand je suis rentré au camp de Mauthausen, on m'a demandé quelle est votre profession. J'ai dit je suis soudeur électrique. À l'époque, on les appelait comme ça. Et au fond, j'étais soudeur. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Cette parole d'avoir dit je suis électricien m'a sauvé la vie. Parce que lorsque les équipes ont été créées, on m'a versé dans un commando avec 8 soviétiques dirigés par un Polonais. Et nous avions pour mission de passer les fils électriques
au-dessus des échafaudages métalliques, y passaient des tubes pour les machines-outils, et par conséquent d'avoir une certaine tranquillité. Il nous arrivait même de pouvoir nous endormir pour être en forme, parce que c'était des... On quittait le bloc où nous étions hébergés sur des chalets de 3 étages, rez-de-chaussée, milieu, 4 par 90 cm. C'est-à-dire qu'on suçait les pieds comme des sardines dans une boîte. Et à 4 heures du matin, debout. On nous remettait un morceau de pain, une demi-boule, un quart de boule, un huitième de boule, selon le cas. Un petit jus intitulé café. On nous emmenait, sur une place d'appel. On était rassemblés, on nous comptait, on nous divisait par commando, on montait sur des plateformes de chemin de fer, on faisait 7 km, on nous jetait dans un ravin, et de là, il fallait gagner en courant l'endroit où nous étions affectés pour le travail. Vois un peu. Alors pendant ce temps, monsieur Marcel Tomaso vous a dit qu'il a creusé pour 55 000 mètres carrés. Donc ça fait 55 hectares. 1 hectare, c'est à peu près un terrain de football. Donc vous voyez un peu, on creusait l'équivalent de 55 terrains de football. Hein, c'est énorme. Alors, nous avions la possibilité, évidemment, dans ces tunnels au-dessus des échafaudages métalliques, de nous endormir. Un peu. Et un camarade montait la garde pendant que l'autre dormait. Un beau jour, je suis surpris par le fait qu'il n'y avait plus un bruit au bas de l'atelier où j'étais affecté en haut. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus un bruit. Je descends, le camarade italien qui devait garder l'endroit et me prévenir avait disparu. Je monte à toute vitesse au fait de la montagne où se servait la soupe du midi, et je suis accueilli là par un Espagnol qui avait accepté de travailler pour les Allemands, et il me dit, où étais-tu? Ben, j'ai dit, j'avais un travail à finir, je l'ai fini, je ne pouvais pas monter avant. Je lui ai dit, où est passé mon camarade Denis Dry s'appelait. C'était un noble italien. Ben, il s'est révélé qu'il était juif. On est venu l'arrêter, à l'heure qu'il est, il est mort. Voilà. On trouvait des choses de ce genre. Un jour, je me trouvais devant une excavatrice, c'est-à-dire une grosse machine qui servait à faire les premières couches pour ouvrir le tunnel. J'avais évidemment à l'époque, autour du cou, tout le matériel d'un électricien. La lampe témoin, les fils électriques, je ne savais pas m'en servir, je ne savais pas à quoi ça servait. Mais dès qu'on demandait à un électricien, tout le temps. J'allais dans un autre endroit. Je faisais la course à pied. Un beau jour, je tombe devant un Meister, c'est-à-dire un chef qui vit allemand. Il me dit, vous, électriqueur, comme à Herne, venez ici. Alors, je le suis, et me voilà au cul de la machine, avec des fils de toutes les couleurs, gros comme mon poing. Et il me dit, il faut brancher la machine pour l'emmener plus loin. Catastrophe. Catastrophe. Oh, me voilà dévoilé. Je prends mes jambes à mon cou. À l'époque, je courais bien. Hein.
et je cours à toute vitesse en direction de l'atelier de Aeguet qui se trouvait à l'extérieur du tunnel. Et là, je tombe sur 3 Français. Des Français qui étaient prisonniers, qui avaient accepté de travailler libre en Allemagne, mais ne pas rentrer en France. Ce qu'on appelait les travailleurs recentrés. Bon. Je dis à mes 3 camarades, à mes 3 Français, vous êtes Français, oui. Ben voilà ce qui m'arrive. Le master derrière me demande d'installer une excavatrice. Je ne sais même pas ce que c'est. Alors, est-ce que vous voulez m'aider? Je dois dire que mes 3 gars se sont jetés à mes pieds et m'ont conduit tellement heureux. Ils ne voulaient pas nous voir en général. Ces Français se cachaient de nous et ne commençaient à travailler que lorsque nous étions en pleine activité. Ils avaient un peu honte d'eux-mêmes. Je dis, voilà ce qui m'arrive. Ou vous m'aidez, ou on me tue. Alors, ils sont partis tous les 3 à mon secours. Et ils ont monté la machine qui est partie. Et moi, je ne sais pas. Un beau jour, je me trouvais camouflé au fin fond d'un tunnel creusé, mais pas encore bétonné, qui n'avait pas ressuscité la France. Personne. J'entendais le bruit de l'usine et personne. Tout d'un coup, je vois 3 bonhommes, 3 types qui arrivent. Donc ils arrivent à moi, oh, je tombe sur le chef nazi du travail, l'Arbeiterkommando-Führer, l'Espagnol qui commandait les déportés mais qui avait accepté de collaborer avec les Allemands, et un détenu comme moi avec la tueur. L'Allemand me fait traduire par l'Espagnol, donne-nous du fil. Gib mir Draht. Je donne le fil. Et il me dit, il y a une échelle par là? Je ne sais pas. Je n'en ai pas vu. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis à contrôler le tunnel, l'État, car nous allons bientôt transférer le réseau électrique. Et on m'a demandé un rapport sur l'état des lieux. C'était bien imaginé. L'Espagnol s'en va chercher une échelle, je ne sais pas où, l'installe, avec les plis, il attache l'échelle, il entoure la tête du gars qui était là, le détenu, et le pend. Et me disent, vous foutez le camp et pas un mot. Alors j'arrive à mon commando, je rencontre mes soviétiques, mon polonais, j'étais défait. Je dis, je ne sais pas, je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre la nationalité du gars. Je ne sais pas s'il est russe, je ne sais pas. J'ai eu honte de ne pas avoir eu le courage ou la présence d'esprit. Voilà, je me suis reproché ça longtemps. Je suis donc rentré au travail, et là j'ai perdu, chemin faisant, le poids. Lorsqu'est arrivée la libération de la France, le 6 juin 1944, je l'ai appris le 16. On nous faisait faire en plus... Comme la plupart des Français. Comme la plupart des Français, et là j'étais obligé de fignoler des activités diverses, de me cacher. Mais j'avais cette chance d'être dans un commando de techniciens sous le contrôle d'AED, et par conséquent, l'équipe d'occupation, les SS, ne me prenait pas de front, car j'étais entre les mains d'une société civile allemande. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Et pourquoi je disais au début
que le moment où j'ai répondu à l'interrogation qui m'était faite, que j'étais électriqueur, je me suis sauvé la vie. Voilà. Et je suis sorti des camps, par conséquent, lorsqu'une petite voiture américaine est arrivée, nous disant « Ne bougez pas, nous arrivons ». On attend un jour, on attend 2 jours, 3 jours. Tous les types qui avaient collaboré avec les Allemands ont été exécutés par nous, par les déportés, ceux qui avaient encore la mort. Et puis, les Russes ont tué un chien de SS. Et avant que nous partions, ils nous ont donné un morceau, en disant, vous pouvez vous nourrir, car vous n'aurez pas de ravitaillement en vous. Et on est parti en direction de Linz, la 2e ville d'Autriche. Et là, nous avons été recueillis par les officiers français qui étaient prisonniers depuis 1940. Ils nous ont soignés comme ils ont pu, ils avaient du matériel, ils avaient un peu de ravitaillement, et ils nous ont facilité le rapatriement en France. On m'a emmené dans un terrain d'aviation américain, à Linz. Là, je suis resté une quinzaine de jours, et des officiers américains qui me gardaient, qui me soignaient, m'ont dit, vous allez rentrer en France, sans doute, on va vous remettre une petite valise. Il y a dedans des médicaments qu'on ne soigne pas en Europe, mais qui guérissent la tuberculose. Quand vous allez arriver chez vous en France, vous remettrez cette petite valise au médecin et vous verrez, ça vous fera beaucoup mieux. Je suis arrivé par conséquent par avion au bord du lac de Constance. Au bord du lac de Constance, on m'a envoyé à l'île de Mainau, en Suisse. Là, il y avait l'armée française. Ils m'ont dit, vous êtes intransportable. Vous avez la tuberculose, vous avez des trous dans les poumons, vous êtes un danger public pour votre famille et vos amis. On va vous hospitaliser en forêt noire. On m'embarque dans une infirmerie, et on voit la partie. Et je suis resté dans ce sanatorium jusqu'au 1er janvier 1946. Le 1er janvier 1946, je suis arrivé à Paris, parce que j'avais un bon d'un médecin traitant m'autorisant. Là, je vois mon camarade que j'avais eu en prison à Fontevraud, qui était responsable syndical de la CGT. Car à l'époque, il n'y avait qu'un seul syndicat en France, la CGT, dirigé par un vieux bonhomme qui s'appelait Léon Jour, et socialistes, communistes et autres vivaient ensemble. Il y avait un seul syndicat. Il y en a 6 aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi les choses vont se marier. Et là, on m'a permis, par conséquent, de prendre contact avec Marcel Paul, et je suis devenu, à sa demande, son secrétaire particulier. Je me suis occupé de ses affaires pendant que lui créait EDF, fabriquait le canal de Génitia et Serponçon. Je suis resté 2 ans avec Marcel Paul, qui m'a proposé de prendre sa place de député. Je suis entré dans une école de journalisme et j'ai appris comment se fabriquait un ouvrage, comment il se dirigeait, comment nous recevions les nouvelles et nous les transmettions. Et là, je suis resté 14 ans
rédacteur en chef et directeur par la suite de l'Écho du Centre à Limoges, qui était le pays où Marcel Paul était découpé. Par la suite, je suis resté 4 ans pour mettre en forme un journal qui avait des difficultés à Lille. Pour des raisons de santé, j'ai été muté sur Marseille, à la direction de la Marseillaise, où je suis resté de 1965 à 1985. Voilà. Très bien. Tiens, bon, écoute, le bien des vérités, pas de deux. Bien. Bon, jeune gens, voilà le parcours de M. Marcel Thomazeau. Moi, je vous remercie pour votre attention, votre respect, vos connaissances, à part 2 petits groupes d'élèves là, qui n'étaient pas trop intéressés, hein, disons. Hein. Là et là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes là, devant un témoin, un acteur de la Seconde Guerre mondiale, qui a, au péril de sa vie, obtenu notre liberté et la paix. Vous, jeunes gens, vous n'êtes pas nombreux, 4 ou 5, là, vous pensez à autre chose, ma foi. Je vais vous dire une chose, monsieur. Depuis le couronnement de Charlemagne, c'est-à-dire en quelle année? Vous qui discutez beaucoup, là. Ah, vous êtes muets, qu'est-ce qui se passe? Et là-bas, les muets. Quelle année le couronnement de Charlemagne? Quelqu'un le sait? Possible. Oui, 800. Donc de 800 aujourd'hui, il y a combien de siècles? 12 siècles. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire, braves gens. En 12 siècles, sur notre territoire, la France, nous sommes actuellement la 3e période la plus longue de paix. Vous entendez bien? La plus longue, c'est de 1814 à 1915, hormis la guerre de 1870-1871. Donc ce qui veut dire, jeunes gens, que d'ici une génération, c'est combien de temps? C'est un siècle. Un siècle. Combien? Un siècle. Une vingtaine d'années, hein. Une génération, ça va de parent à enfant, d'accord? Donc ce qui veut dire que d'ici une génération, il est fort probable, il y en a qui sourient, je vais les faire arrêter leur sourire, qu'il y ait un conflit sur notre territoire de plus ou moins grande importance. Et certains continuent de sourire. C'est fou, ça. Quand vous voyez tout ce qui se passe en Europe et dans le monde, où des pays luttent pour leur liberté, que vous ne preniez pas conscience de cela, c'est grave. La paix, ce n'est pas éternel, jeunes gens. Ça se défend, ça s'est construit, ça se défend. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, vous allez au-devant d'un drame. Et je ne suis pas sûr que la totalité des jeunes gens là, ici présents fassent comme M. Thomazeau des actions de résistance et plus pour sauver notre pays. Nous verrons bien. Ben, moi, je ne serai peut-être plus là pour le voir. Mais vous, vous allez devenir des passeurs de mémoire, c'est-à-dire des consciences de la nation. Donc, si vous n'êtes pas conscient de cela, où nous allons? Bon, je vais laisser le micro à quelqu'un pour que certains d'entre vous puissent poser des questions. Quel gardien, n'ayant plus aucune responsabilité, Et qui tient sa vie à un fil. qui tient sa vie à un fil, qui sait qu'il peut être exécuté d'un moment à l'autre. Toujours en émoi, Sur le qui-vive. toujours sur le qui-vive, toujours à l'attente du pire. Et chaque jour qui passait était un jour de gagné. Voilà quel était son. C'était un jour d'encouragement. Il fallait tenir. Fallait tenir. Voilà. C'était leur sentiment aussi. Hein. Tous les résistants ou tous les déportés, eux, c'était de tenir. Plus on tenait, plus c'était réconfortant pour dire
je veux vivre, je maintiens, j'arriverai à m'en sortir. Et tout le monde n'avait pas cet état d'esprit. Tu veux poser une question? Tiens. Est-ce que dans les avions, vous avez déjà travaillé sur des Messerschmitt 262 ou 163? Est-ce que tu as travaillé sur des Messerschmitt 262 263? Non, je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai travaillé uniquement sur des avions à réaction. Un avion à réaction? Je ne peux pas vous dire le numéro, je ne m'en rappelle plus. C'était pas un spécialiste, hein? Il s'est trouvé là par hasard. Mais c'était les avions les plus performants que les Allemands aient fait. Voilà, mademoiselle. Tiens. Alors, dis-moi. Pourquoi vous avez décidé d'entrer dans la finance? Comment? Pourquoi vous avez décidé d'entrer dans Ah oui, bah, ça y est, elle l'a dit, hein? Mais enfin, il va te le redire mieux. Marcel, on te demande pourquoi tu es rentré dans la résistance. Ben, je suis rentré dans la résistance parce que j'aimais mon pays et que je n'admettais pas que des étrangers se permettent de nous dicter, Nous soumettre. de soumettre ce que nous devions faire ou pas. Nous prenons pour des gros ballots alors que les Allemands voulaient apparaître comme les maîtres du monde. C'était absolument inacceptable. Un jeune Français qui se trouve placé dans cette situation d'étrangers qui veulent leur dicter ce qu'ils doivent faire ou pas, c'est insupportable. Ou alors, il ne faut pas avoir de fierté, il ne faut pas avoir de personnalité. Voilà. Et nous avions nos frères, nous avions les plus âgés que nous qui étaient prisonniers en Allemagne. Il fallait les aider. Voilà, c'est comme si on venait te prendre là, te conduire en Allemagne dans une usine, et en te disant, ben, à partir d'aujourd'hui, tu travailles bénévolement pour l'usine, en dehors de toute possibilité de contact avec tes parents ou tes amis. Le sentiment, c'est qu'il faut s'en sortir, et pour s'en sortir, ben, il faut être costaud, il faut être solide mentalement, et certains n'y arrivaient pas. C'est une question derrière. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez regretté votre choix d'entrer dans la résistance? Pas du tout, hein, il va te le dire. Est-ce que tu as regretté un jour ton entrée dans la résistance? Absolument jamais. Absolument jamais. Le jour où je suis rentré dans les prisons et les camps de concentration, je me suis dit, ça t'attendait un jour. C'est extraordinaire que je ne sois pas arrêté. On est entré dans la résistance en 1900, aussitôt au début de la guerre, et de tenir jusqu'en 1942, c'était presque un exploit. Et par conséquent, quand je suis rentré dans les camps, je me suis dit, ils veulent te tuer, tu vivras. Voilà. Tous les jours. Tous les jours. C'était ma prière. Voilà, de tous les jours. Donc, M. Tomaso, oui. M. Tomaso, dès le début, a refusé l'occupation allemande. Petit à petit, il a fait des actions de refus, qui ressemblent à des sabotages et autres, et petit à petit, il a constitué une cellule de résistance qui s'est développée, et on ne parle vraiment en France de résistance qu'un peu avant le milieu de l'année 41. Avant, c'est plutôt un front du refus plutôt que de la résistance. Il a fallu d'abord avoir des mouvements et des réseaux qui se sont plus ou moins organisés. Et ensuite, il a fallu que Jean Moulin aille auprès du général de Gaulle à Londres pour qu'il revienne en France pour souder, scinder tous ces mouvements et tous ces réseaux et pour constituer le Conseil national de la résistance. Et ce n'est que l'année 43. Hein. Donc, voilà. Madame. Pardon, plus fort. J'ai bien compris que vous faisiez des conférences en France. Oui. Et je voulais savoir si M. Tomaso a... Non, on ne fait pas des conférences en France. Hein. On fait des conférences dans le département. Mais c'est Ah, déjà pas mal, hein, madame. Oui, donc alors ma question... Oui, parce qu'en France, on n'y arriverait pas. Ah oui, ok. Alors, la question, c'était est-ce que M. Tomaso a fait une conférence, même une seule, en Allemagne, pour expliquer, sans
animosité, sans animosité, sans haine. Ils sont Oui. pour Mais expliquer ça, il va vous répondre. les dégâts de la guerre, malheureusement. Il va vous dire. Et la paix, voilà. Oui, alors madame te dit au fur et à mesure que tu fais des conférences, tu n'as pas l'air d'avoir trop de haine ou d'animosité par rapport aux Allemands. Et voilà, tu as raison. Le problème, c'est que les Allemands défendaient leur pays, comme moi je défendais le mien. La seule difficulté, c'est que la France n'avait pas l'intention ni la volonté d'imposer une loi quelconque en Allemagne, alors que les Allemands, sous la direction d'Hitler, avaient la prétention de nous apprendre à vivre, car nous étions à leurs yeux, paraît-il, des demi-sauvages ou des sous-hommes, et ça nous ne pouvions pas l'accepter. Je n'ai jamais, moi, considéré les Allemands, même depuis que je suis libéré jusqu'à aujourd'hui, comme des êtres inférieurs, à qui je dois apprendre à vivre. J'ai d'ailleurs eu toujours cette attitude à l'égard de tous les peuples du monde. Car quand je suis rentré en journalisme, à quoi j'ai consacré ma vie? J'ai consacré ma vie à combattre le colonialisme. J'ai soutenu l'Indochine lorsqu'elle a voulu sa liberté. J'ai rencontré à Paris Ho Chi Minh. J'ai combattu pour la libération de l'Algérie, pour la libération du Maroc, pour la libération de tous les pays. Je considère que lorsque la France s'est comportée en colonialiste, qu'elle est allée dire aux autres peuples, voilà ce que vous devez faire, nous savons mieux faire que vous, alors leur piquant d'ailleurs leur bois, leur piquant leur minerai, prenant tout ce qu'ils avaient et l'emmenant chez nous, sans payer, je n'ai jamais accepté le caractère colonialisme d'un pays sur un autre. Nous sommes des êtres tels que nous sommes. Nous vivons dans les conditions qui sont les nôtres. Nous méritons respect. Et je n'accepte pas. Et je n'accepte pas de la part des Allemands. Et aujourd'hui, quand je rencontre des Allemands de mon âge, ou même un peu plus jeunes qui ont connu la guerre, j'exige d'eux qu'ils me disent quelle a été leur attitude par rapport à la volonté d'Hitler de mettre la main sur l'Europe. Je n'accepte pas d'être les amis de ceux qui ne reconnaissent pas la responsabilité de leur pays. Oui, là, M. Tomaso a parfaitement raison au niveau du colonialisme. Attention, parce qu'il y a une différence avec la coopération. Colonialisme, ça veut dire que l'on prend ce dont on a besoin dans un pays, par exemple le DVA en Indochine, mais ça c'est toujours, vous savez, derrière le colonialisme, il y a toujours quelques gros puissants individualistes ou sociétés. C'est ça qu'il faut combattre. Par contre, si vous allez vers les pays en coopérant, ça devrait se développer. Mais d'égal à égal. Pas de supérieur à inférieur. D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Voilà, mademoiselle. Où il est l'autre micro? Ah, d'accord. Tu m'as volé mon micro? Non, non, Voyou. Comment est-ce que vous saviez, quand vous avez rencontré les 3 travailleurs recentrés de France, que vous pouviez leur faire confiance et qu'ils n'allaient pas vous dénoncer? Ah. Quand tu as rencontré ces 3 Français là, pendant ta déportation, tu n'as pas eu peur qu'ils te dénoncent? Ah, je ne sais pas, moi, c'est la question qu'on me pose. Non, moi, les gens avec lesquels j'ai travaillé dans la résistance. Non, mais non, on parle de la déportation, hein. Oui. Les 3 Français que tu as, à un moment donné, que tu as découvert après. Pour faire partir l'excavatrice. Je vais préparer quelque chose. Ah oui, les 3 Français, oui. Alors là, les 3 Français, non seulement ces gens, j'ai conservé des relations avec eux, mais lorsqu'ils ont été libérés, comme moi je l'ai été avec un an de retard, mais quand ils ont appris
que j'étais devenu le secrétaire du ministre de la Production industrielle. Ils sont venus me voir, les uns après les autres. On a eu des conversations très amicales. On s'est rappelé quelques rares bons moments. La question qu'on te pose, est-ce que tu n'as pas eu, au moment où tu les as vus, peur qu'ils te dénoncent? Non, non, absolument pas. Absolument pas. Ces jeunes, enfin, de toute façon, je n'avais pas le choix. Ou ils m'aidaient à réparer la machine, ou j'étais mort. C'est pas compliqué. Le seul fait qu'ils m'aient accompagné, qu'ils aient fait à ma place la réparation que je ne savais pas faire, ils m'avaient sauvé la vie. Et je leur étais reconnaissant. Je n'avais pas à leur en vouloir. Au contraire. Oui, donc tu n'as pas eu peur quand même. Non, non, j'ai pas eu peur. C'est bien. Pas du tout. Je n'avais pas d'autre moyen. Autre question là-bas au fond, peut-être? Oui. Non? Est-ce que vous avez vu des gens mourir? Oui. Et tu as déjà vu des gens mourir? Vous avez des gens mourir. Est-ce que vous avez vu des gens mourir? Comment? Des gens mourir. J'ai vu des gens par milliers mourir. Savez-vous qu'il y avait dans les camps de concentration, et notamment à Mauthausen, un four crématoire. Et dès que quelqu'un mourait, il était emmené au four crématoire, brûlé, et des cadavres qui restaient empilés à la tête des lavabos. Et quand vous alliez au lavabo, vous passiez entre des milliers de gens morts qu'on transportait dans des camions jusqu'à Mauthausen pour les faire disparaître dans des champs spéciaux. Des gens mourir, j'en ai vu des dizaines. Voilà. Et ce qui est plus terrible, c'est qu'on ne pouvait rien faire. Rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Et oui, c'est terrible ça. Hein. Et aussi, c'est ce qui explique que jusqu'en 1965, aucun résistant, très peu, ou aucun déporté, n'ait voulu écrire ou dire ce qu'il avait vécu. 20 ans, rien. Monsieur Tomaso a été un des premiers à écrire sur la déportation. Pour ma part, lorsque j'étais, après être conseiller en formation continue au rectorat, je suis revenu prof, il a fallu que j'attende 1985 pour que des résistants et des déportés puissent venir témoigner dans mes classes. C'est-à-dire 40 ans après. Et attendez, c'est que les premiers déportés qui sont venus témoigner, ça y est, on ne vous dérange pas? Non? Très bien, on peut continuer. Ça les fait sourire. Mais il en faut des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc il a fallu attendre en 1985 pour les premiers résistants et déportés puissent venir dans mes classes. Et les premiers déportés qui ont voulu témoigner, certains n'ont pas pu le faire. L'émotion les a étreints, ils n'ont pas sorti un seul mot. Pas un. Donc voilà, mais ça a été aussi vu par les élèves comme sans doute, comment dirais-je, des témoignages où l'horreur des camps ou l'horreur de ce qu'ils avaient vu remonter, ne pouvait plus être visible. Le premier article que j'ai accepté de faire, alors que j'avais fait les écoles de journalisme et tout, c'est au 25e anniversaire de la Libération. Et voilà l'article que j'ai fait. Tiens, lis-le si tu veux. Là, mais tu ne veux pas m'épargner, toi, hein? Je ne peux pas. Donc, très bien. Le 5 mai 1945, au-dessus du Danube. Hein? Et donc, ça a été écrit 25 ans après ça. Hein? Oui, alors, le brouillard, un intense brouillard au-dessus de cette immense vallée.
Mais y avait-il réellement du brouillard en cette matinée du 5 mai 1945? En tout cas, c'est ainsi que je me remémore le paysage qui s'offrait à mes yeux, à l'aube de ce jour qui devait, comme on dit, me rendre la liberté. À 25 ans de distance, comment dire qu'il y avait vraiment du brouillard entre Gießen 1 et Gießen 2, et au-delà, jusqu'à Sankt-Jorgen. Et pourtant, c'est bien un épais brouillard qu'essentiellement je me rappelle. Brouillard ou pas, est-ce bien important? Je ne sais pas, mais c'est une question qui m'obsède. Il y avait cependant aussi des percées claires. Je revois nettement, maintenant en tout cas, des images furtives mais précises. Les soldats dans les miradors, ils sont semblables à ceux d'hier, mais ce ne sont plus les mêmes. Les SS se sont portés au combat à l'est, dans la plaine. Nous avons désormais affaire aux Schupo venus dans la nuit de Vienne. Une petite voiture blanche, toute blanche, apparaît au loin sur le chemin de terre qui relie le camp 2 au camp 1 de Gießen. La voici à l'entrée principale, haut-parleur, voix étrange. Deux GI se hissent sur le toit. La voix continue à se répandre, étrangère à ma compréhension. Deux camarades, deux frères, plus vrais que ceux de sang, Roger et Robert, se supportent autant qu'ils le peuvent, sur leur squelette vivant au pied des barbelés d'enceinte. Depuis quelques jours, mes jambes se dérobent. Je m'agrippe au fil de fer. Les Américains sont repartis. Qu'ont-ils dit? Que vont-ils faire? Vous êtes libres, soyez calmes, ne bougez pas, nous revenons. Les suppôts, toujours là, fusils et mitrailleuses braqués sur le camp. Et puis, c'est le néant. Le soir venu, ça hurle et on se bat à l'extérieur et dedans. Sur ma paillasse, dans la baraque, j'ai retrouvé raison. Mes jambes refusent toujours d'obéir. Robert et Roger sourient. Ils ne parlent que de ce que ils me parlent de ce que je n'ai pas vu. Le châtiment se poursuit. Il se termine maintenant. Les capots, c'est-à-dire ceux qui surveillaient les prisonniers, baïonnettes au poing des fois, gisaient dedans et dehors. Pas de ravitaillement. Ceux qui meurent de faim ajoutent par centaines leur raideur aux cadavres des bourreaux massacrés. Il faut agir, mais quoi faire? Une ordre nouvelle se lève. Vite, Robert, vite, Roger, essayez de rassembler tous ceux qui parlent français. Nous sommes tous d'accord autour du maigre feu dehors. La mort nous guette, la faim, la maladie, l'épidémie. Fichons le camp d'ici. Les suppôts ont disparu. Les silos de betteraves et de patates dans les champs, hors des enceintes, sont béants. La maigre ration qui nous est échue, Dieu sait exactement, bout dans un étrange chaudron avec un morceau de chien de SS, royal cadeau de Russes entreprenants. Où sont les Américains? Il faut ficher le camp. Effarant cortège, effrayable spectacle, et derrière et devant, nous sommes 4 sur des brancards. Il pleut, c'est à ne pas y croire, et puis tout le monde chante. 3 maigres guenilles dégoulinent d'un premier rang. L'une est rouge, l'autre est bleue, la troisième tire sur le blanc. Notre peloton va et se traîne lamentablement sur les coteaux qui dominent le Danube. Ster, nous sommes une cinquantaine, la plupart de Français, quelques Belges, 2 ou 3 Hollandais. Le bourgmestre de la ville est là, énorme et bien portant. Une salle de l'hôtel de ville, des paillasses, un dortoir. Un tout petit homme très maigre, est-ce Goebbels? Sûrement pas. Un bouillon seulement, c'est pour votre bien. Chantonne en français, suave le petit homme très maigre. Merci, chers collègues, répond un des nôtres, médecin dans le civil. Une dizaine de jeunes, de très saines et de très belles jeunes filles nous servent avec douceur. Messieurs, je vous conseille de vous rendre à Linz, 7 mai.
7 mai, de nouveau, mon gravat déambule. Mais quelle est donc cette jeune fille vêtue de sombre? Pourquoi m'a-t-elle ainsi ligoté sur le siège de mon grand vélo noir? Oh, que cela sent bon le foin, et puis sa langue, et puis sa tangue, et puis ça roule. N'allez pas à Linz, les officiers français sont là, qui barrent la route. Nous sommes du Stalag de Magdalena, venez. L'homme qui parle porte un magnifique képi, ceint de velours rouge. Mi-mai. Où suis-je? Pourquoi parlez-vous en allemand? Un mastodonte est devant moi. C'est un SS, colossal. Mais il porte un tablier blanc. Où is Robert? Où is Roger? Schlag. Men dors, mon cher. Quelques jours plus tard, ou le lendemain peut-être, le major français de Stalag, de Sainte-Magdalena, vint me voir. Roger est rentré en France, Robert est parti aussi. J'appris des mois plus tard qu'il était mort au Stalag de Sainte-Magdalena, mort d'avoir trop mangé à sa faim. Et il y en a plusieurs qui sont morts comme ça au retour de déportation en France. Pour la première fois depuis 3 ans, pour la dernière fois. 7 Français, dont Robert et Roger, avaient été recueillis par des officiers prisonniers du Stalag de Sainte-Magdalena. 5 avaient été rapatriés, tous sauf Robert et moi. Quant à moi, le capitaine-major m'avait fait transporter à Linz dans un hôpital militaire allemand, sous contrôle des armées alliées. Un médecin SS s'était vu confier la responsabilité de me soigner. Il le fit bien. 7 mois et demi plus tard, je devais revoir la France. Après un périple sanitaire à Ménaux, à Constance et en Forêt-Noire, j'ai eu le temps d'y penser. 25 ans ont passé, je me pose encore la question. Le 5 mai, là, y avait-il vraiment du brouillard? Marcel Tomaso, Mauthausen, matricule 60 635. Voilà. Quelle heure est-il? Voilà le premier article que j'ai écrit après la libération. Peut-être encore une question ou deux avant qu'on vous libère. Vous pouvez parler. Là-bas, tenez. Mais il y a un micro qui se balade là-bas. C'est pas grave, je peux encore marcher. Mais il faudra que je le récupère. Là. Oui, voilà, quand monsieur a dit que tous les jours étaient un jour nouveau, qu'il voulait lutter pour sa vie, je voudrais rappeler l'exemple de Germaine Tillon, que vous avez pu connaître, puisqu'elle était communiste avec d'autres comme la nièce de Gaulle, etc. Et cette femme d'un courage absolu, qui était ethnologue, a pendant toute sa déportation écrit une pièce sur des petits bouts de papier qu'elle se procurait je ne sais comment. Et ça, je crois qu'il faut le saluer parce que, comme dit monsieur, c'est grâce à ces gens-là qu'on est encore là aujourd'hui. A été mis en scène par mon cousin Germain sur la scène du théâtre Gralin à Nantes. Et le document m'a été envoyé par mon cousin, je l'ai d'ailleurs à la maison. Très bien. Certains détenus, certains déportés faisaient des dessins sur ce qu'ils pouvaient faire avec des matériaux qu'ils pouvaient trouver, avec lesquels ils pouvaient écrire. Bon, et quelquefois, c'est comme l'a dit madame, c'était des petits morceaux de papier ou de tout ce qu'ils trouvaient, sur lequel ils pouvaient noter, faire des dessins ou écrire ce qu'ils pouvaient. Comme ça. Bon, écoutez, là il est 4 heures. Jeunes gens, vos professeurs, je vais vous remercier parce que vous avez été formidables, attentifs. Dieu sait si nous étions très nombreux. Je vous souhaite de bonnes continuations dans vos études. Je souhaite beaucoup de succès à ceux qui vont présenter le concours. Et je remercie M. Marcel Tomaso pour son intervention et son courage de venir chaque fois aux rencontres témoignages.
Voilà, vous pouvez l'applaudir. Par contre, je vous récupérer le micro là-bas.